Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 12e Minute Qualité médico-sociale. Donc, c'est un rendez-vous mensuel pour une nouvelle thématique que nous avons la chance d'animer aux côtés de Swazik Gouy du GCS e-santé, puisque aujourd'hui, nous abordons la thématique de l'identito-vigilance. Alors, vous êtes extrêmement nombreux à participer à ce MQMS, il y a plus d'une cinquantaine d'inscrits. Donc, comme d'habitude, vos micros sont coupés, mais bien entendu, n'hésitez pas à poster vos commentaires et questions sur le chat pour nous permettre d'y répondre soit au cours du webinaire ou à la fin du temps de questions-réponses. Alors, aujourd'hui, tout un programme pendant cette heure ensemble, puisque nous allons aborder la question de l'identito-vigilance et du contexte et des enjeux associés, puisque peut-être que cette thématique vous a surprise parce que l'identito-vigilance n'est pas explicitement indiquée dans le référentiel qualité à l'attention des structures sociales et médico-sociales, et pourtant c'est un lien étroit avec la démarche qualité et gestion des risques. Donc nous reviendrons sur ces contextes et enjeux avec des éléments de définition, avec aussi tout un cadre organisationnel et structurel autour de l'identito-vigilance qui sera abordé tout au long de ce webinaire en termes de gouvernance et d'accompagnement des équipes. Swazik Gouy du GCS e-santé nous fera un zoom spécifique sur les attendus en termes d'identification primaire et puis l'équipe en termes d'identification secondaire. Et comme traditionnellement sur ces MQMS, au-delà de la thématique et des apports qu'on vous donne, des points de repère qu'on vous donne pour mettre en œuvre la démarche, on fera un zoom aussi sur tous les outils qui sont à votre disposition pour vous accompagner sur cette thématique. Alors, comme je vous le disais, l'identito-vigilance, effectivement, ce n'est pas un critère spécifique attendu dans le référentiel et le manuel à l'attention des structures sociales et médico-sociales. Et pour autant, l'identito-vigilance, c'est un élément attendu qui fait partie intégrante des démarches qualité et gestion des risques. Et comme vous le savez, dans le référentiel et dans les attendus de la Haute Autorité de Santé, la thématique démarche qualité et gestion des risques comprend un certain nombre de critères impératifs. Et parmi ces critères impératifs, il est attendu que les structures aient une démarche d'amélioration continue de leur démarche qualité et de repérage en matière de gestion des risques. Et si on s'intéresse plus spécifiquement à la gestion des risques, alors là, c'est une petite photographie qu'on vous donne sur les risques en EHPAD, mais en sachant que ces domaines de risque, ils existent bien entendu en EHPAD, mais également dans les autres structures médico-sociales. Et vous pouvez observer qu'autour du résident ou plus globalement de la personne accompagnée, on a un certain nombre de thématiques de risques qui gravitent autour de son accompagnement et dont la thématique identito-vigilance, puisque l'identito-vigilance, c'est de pouvoir délivrer le bon soin à la bonne personne au bon moment. Donc, c'est vraiment le cœur de la thématique du jour. En d'autres termes, quand on regarde les enjeux de cette bonne identification, la bonne identification du bon usager, c'est un facteur clé de la sécurité de son parcours de santé qui va au sein de votre structure médico-sociale, mais bien au-delà, puisque c'est la bonne identification tout au long de son parcours de santé dans sa vie. Et cette bonne identification, c'est vraiment le premier acte de soin, même le premier acte d'accompagnement dans les structures, et qui concerne vraiment l'intégralité des professionnels. Cette bonne identification, elle n'est pas exclusive aux professionnels de santé, c'est vraiment l'ensemble des professionnels qui vont être impliqués, quel que soit le secteur d'activité, et notamment le secteur médico-social. Alors, je ne vais pas revenir sur les risques qui sont nombreux et parfois méconnus, on y reviendra au cours de ce webinaire, mais on voit bien qu'au travers de ces risques, on passe de l'administration du mauvais soin au mauvais patient jusqu'aux éléments d'erreur de facturation. Donc, on voit bien que ces risques, ils sont multiples, ils touchent l'intégralité du fonctionnement à la fois organisationnel, mais aussi d'accompagnement de la personne. Ce qui entraîne une responsabilité partagée des acteurs et des dirigeants. Donc, on est à tous les niveaux de fonctionnement des structures. Ça implique la gouvernance et les professionnels qui accompagnent les usagers. Et il y a des éléments de socle pour le déploiement, notamment du numérique en santé, et Swazik Gouy y reviendra, et
en particulier les échanges de données de santé entre acteurs de santé. La thématique de l'identito-vigilance, elle est importante dans votre organisation au sein de structure, mais elle est surtout importante pour la sécurité de l'identité de la personne que vous accompagnez tout au long de son parcours de vie. Donc, on va rentrer dans un premier temps, et je vais laisser tout de suite la parole à Solène, pour les éléments de définition associés à l'identito-vigilance. Merci Noémie et bonjour à tous. Donc effectivement, comme on vient de le voir, l'identito-vigilance a des forts enjeux et elle concerne tous les acteurs, tous les secteurs et surtout toutes les étapes de la prise en charge. Et donc c'est important d'avoir un vocabulaire commun. Donc on va commencer par des éléments de définition. Donc, notamment donc, l'identité. L'identité, c'est quoi? Donc, c'est l'ensemble des traits ou caractéristiques qui permettent de reconnaître une personne physique et d'établir son individualité au regard de la loi. Donc, la date, le lieu de naissance, nom, prénom, filiation, etc. Et ces éléments sont attestés par des documents officiels d'état civil ou leur équivalent numérique. Donc là, on vous a mis les documents, en fait, qui servent de source pour attester donc de l'identité d'une personne ou de la personne accompagnée, donc la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour et le livret de famille est autorisé pour les enfants, par exemple. On y reviendra un petit peu plus tard sur ces documents officiels. Ensuite, l'identification. Donc, à quoi correspond l'identification? Il s'agit des opérations qui permettent d'établir l'identité d'un individu au regard de l'état civil et de le reconnaître comme un individu physique, de lui créer un dossier personnel, papier et numérique. Et donc, on va distinguer en santé deux domaines complémentaires dans l'identification des usagers. L'identification primaire, donc sur laquelle reviendra plus tard Swazik. Donc, ça comprend l'ensemble des opérations destinées à attribuer à un usager physique une identité numérique qui lui est propre dans le système d'information de santé. Qu'il s'agisse d'une première prise de contact avec l'usager, bien sûr, ou d'une venue ultérieure. Elle va recouvrir les étapes de recherche, de création, de modification d'une identité, ainsi que l'attribution d'un niveau de confiance aux données enregistrées. Donc, bien sûr, on va y revenir dans le Zoom qu'on fera plus tard. Et puis, il y a également l'identification secondaire qui correspond, elle, aux moyens mis en œuvre à l'occasion de la prise en charge physique de l'usager pour s'assurer que le bon soin sera délivré au bon patient ou à la bonne personne accompagnée. Elle consiste notamment à vérifier à chaque étape de sa prise en charge, en fait, l'adéquation entre l'identité réelle de la personne qui est présente face à vous et celle qui est sur les documents et outils de prise en charge. Donc, ça va être le dossier, la prescription, l'étiquette, le bon de transport à l'occasion d'un soin, d'un prélèvement ou de l'administration d'un médicament, par exemple. Donc là, c'est Véronique qui reviendra plus précisément sur ce sujet dans le webinaire. Et pour terminer, l'identito-vigilance, à quoi ça correspond? Eh bien, c'est l'organisation qui est mise en œuvre pour fiabiliser cette identification de l'usager et sécuriser ses données de santé à toutes les étapes de sa prise en charge. Donc, elle va concerner la compréhension et le respect par tous les acteurs des règles d'identification, donc toutes les bonnes pratiques qu'on va voir en identification primaire et secondaire, et ainsi que la gestion des risques liés aux erreurs rencontrées, donc le système que vous allez mettre en place pour gérer du coup le risque lié à l'identito-vigilance. Donc voilà, maintenant qu'on a posé les différentes définitions, on va passer au cadre de l'identito-vigilance. Alors, si on regarde, du coup, Noémie a fait référence au référentiel HAS. Effectivement, il n'y a pas de critères spécifiques à l'identito-vigilance, mais pour autant, dans le chapitre 3 qui concerne l'établissement, eh bien, en fait, on va se référer à la thématique démarche qualité et gestion des risques. Et l'objectif, l'établissement définit et déploie sa démarche d'amélioration continue de la qualité de la gestion des risques. Et ici, on a deux critères. Et donc, l'établissement définit sa politique, qualité et gestion des risques, et puis elle met en œuvre sa démarche qualité et gestion des risques. Et en fait, comme on l'a vu dans le schéma d'introduction, l'identito-vigilance, eh bien, c'est un domaine de risque qui sont rencontrés dans les structures médico-sociales et donc dont vous devez traiter. Et ça s'intègre vraiment, c'est un bras, je dirais, de la démarche, ou une branche de la démarche qualité-gestion des risques.
Donc pour ça, je vous invite vraiment à revoir le Minute Qualité du médico-social qu'on avait réalisé en juin 2022 sur la démarche qualité gestion des risques. Parce qu'en fait, avant même de s'intéresser, j'ai envie de dire, à l'identito-vigilance, évidemment qu'il faut s'y intéresser, mais il faut, avant cela, que vous ayez bien déployé votre démarche qualité gestion des risques. En fait, c'est ça qui va être le socle qui vous permettra de travailler ensuite sur l'identito-vigilance. Oups, je suis passée un petit peu trop vite. Donc maintenant, si je regarde d'un point de vue réglementaire, donc vous avez un corpus, un référentiel en fait qu'on appelle le RNIV, le référentiel national en identito-vigilance, qui va fixer les exigences et recommandations en termes d'identification des personnes accompagnées afin de maîtriser les risques dans ce domaine. Et donc l'ensemble de ces exigences du RNIV sont opposables. Concernant les structures médico-sociales, en fait, on a ciblé là les trois guides, les trois référentiels qui vous sont opposables et qui vous concernent. Donc, il y a ce qu'on appelle le RNIV 0 qui va venir définir les points essentiels, le RNIV 1 qui va dire les principes communs à tous les acteurs de santé, et ensuite le RNIV 3 qui est lui spécifique en fait aux structures non hospitalières. Alors il en existe deux autres pour information, le RNIV 2 pour les structures hospitalières et le RNIV 4 qui concerne le secteur du libéral. Donc, ça c'est juste pour vous donner l'intégralité du RNIV. Ensuite, là, on vous détaille un petit peu plus le périmètre, le périmètre du référentiel national d'identito-vigilance. Donc, dans l'ensemble de ces trois documents, qu'est-ce que vous allez y trouver? Eh bien, il va y avoir les bonnes pratiques de gestion de l'INS, tout ce qui concerne la sécurité du référencement des données de santé, donc la SOISI qui reviendra, les bonnes pratiques d'identification primaire, rechercher, créer, modifier une identité, les bonnes pratiques d'identification secondaire, donc le fait de délivrer le bon soin au bon patient, les bonnes pratiques de gestion des risques, donc ce que vous mettez en place pour prévenir, gérer, analyser les erreurs d'identification et assurer le retour d'expérience, et les bonnes pratiques de gouvernance, donc là, tout ce qui concerne la politique et l'organisation mise en place. Donc voilà le périmètre du RNIV et ce que vous allez retrouver donc, du coup, dans ces trois documents. Donc là, on vous a remis à droite, dans le RNIV 0, ça va plus bien définir et poser les bases, le RNIV 1, les principes généraux, tout ce qui est bonne pratique, identification primaire et secondaire. Et le RNIV 3, on cible vraiment du coup sur vos structures médico-sociales, tout ce qui est à mettre en place en termes de politique, gouvernance et de gestion des risques. Donc voilà, vous retrouvez chaque critère dédié dans ces trois documents. Alors, du coup, maintenant, si je cible plus précisément sur la politique et la gouvernance locale, maintenant qu'on a vu le cadre réglementaire et puis par rapport au référentiel HAS, comment je m'organise dans ma structure? Alors là, du coup, je vous rappelle une nouvelle fois que, eh bien, en fait, votre démarche qualité gestion des risques, ça va être la base et c'est le socle à mettre en œuvre pour pouvoir ensuite déployer vos actions en identito-vigilance. Donc, je vous invite à nouveau, si vous n'aviez pas eu l'occasion d'y participer ou si vous ne l'avez pas vu en replay, d'aller voir ce MQMS parce que ça va vraiment vous donner les éléments structurels pour déployer votre démarche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris cette diapositive en fait, qui était mise dans le MQMS du 30 juin sur la démarche qualité gestion des risques, où en fait on va voir du coup les différents éléments donc, de pilotage et d'accompagnement des équipes qui sont mises en œuvre et comment l'identito-vigilance du coup peut s'y intégrer dans la démarche qualité et gestion des risques globale. Donc d'un point de vue stratégique et structurel, donc c'est-à-dire définir une stratégie institutionnelle et comment on structure et on organise son projet. Donc, dans votre politique qualité-gestion des risques, il s'agit d'intégrer en fait des objectifs sur l'identito-vigilance. L'identito-vigilance, elle peut être traitée
au sein de la cellule qualité, voilà, pour piloter la démarche. Ou bien vous pouvez choisir de créer une cellule spéciale sur l'identitovigilance. Là-dessus, c'est vous qui prenez cette décision. Il s'agit aussi d'être au clair pour s'organiser et structurer les choses sur qui a le droit de modifier les identités dans le dossier patient et donc du coup de bien définir les habilitations, donc ce qu'on appelle l'administrateur de l'identité. Et puis, ce qui va être aussi un élément important pour le pilotage de votre démarche, c'est d'identifier un référent identitovigilance dans votre établissement. Ça, c'est vraiment une exigence du référentiel national d'identitovigilance. Voilà, il faut vraiment que vous ayez une personne identifiée et connue surtout dans l'établissement. Et cette personne, il faut qu'elle se fasse connaître du référent régional d'identitovigilance, donc qui est SWASIC, pour pouvoir ensuite être accompagnée. D'un point de vue plus accompagnement des équipes, donc d'un point de vue, donc tout ce qui va concerner la formation des professionnels, comment on sécurise les pratiques et on favorise le retour d'expérience. Eh bien sûr, il faut s'assurer que les professionnels de l'établissement soient formés aux bonnes pratiques d'identification primaire et secondaire, que vous ayez dans l'établissement un outil qui permette de déclarer les événements indésirables, dont ceux liés à l'identitovigilance, et puis la structure qui permet de assurer le retour d'expérience, analyser les événements indésirables, mettre en place des actions et surtout les communiquer auprès des professionnels pour les EI, les événements indésirables, identitovigilance, mais comme les autres en fait. Donc la diapo suivante. On vous a, ça reprend en fait, vous voyez le même code couleur pour voir ce qui va concerner de tout ce qui est de la stratégie et du pilotage, en fait, comment on pilote la démarche, et ensuite en bleu tout ce qui est l'accompagnement des équipes, et on vous a ciblé en fait certains éléments qui apparaissent clairement dans le référentiel national d'identitovigilance, donc notamment concernant la politique, donc la dimension stratégique. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir dans cette politique identitovigilance? Donc, la sensibilisation des professionnels, là, on l'a déjà dit, garantir la confiance dans la fiabilité des infos échangées, l'interopérabilité entre les systèmes d'information, et puis ce que vous mettez en place pour identifier, analyser et prévenir les erreurs d'identification. Il faudra également que vous ayez une charte identitovigilance. Donc, c'est un document à mettre en œuvre et qui va décrire en fait toute l'organisation que vous mettez en œuvre pour déployer la stratégie dans la politique, qui est décrite dans la politique. Donc, cette charte d'identitovigilance, on y retrouvera la politique menée en matière d'identification numérique, plus à toutes les étapes de la prise en charge. On va retrouver la gouvernance, donc tout ce qui est l'instance qui va gérer en fait comment est pilotée l'identitovigilance. Tout ce qui est mis en place pour sécuriser l'identité numérique et l'identité à toutes les étapes de la prise en charge. L'organisation de votre gestion des risques, avec notamment la cellule qualité ou bien spécifiquement liée à l'identitovigilance. Et puis, tous les documents qualité que vous allez rédigés ou qui sont déjà rédigés en lien avec l'identitovigilance. Et puis, enfin, formation, sensibilisation. On vous remet, là, on vous a remis en fait l'instance de pilotage, donc je l'ai déjà évoqué, donc je vais passer rapidement dessus. Le référent également, c'est vraiment important de nommer le référent identitovigilance et qu'il ait une fiche mission en fait, ce référent. Et puis tous les éléments d'accompagnement du coup des équipes, donc le fait qu'ils soient bien sensibilisés et formés aux bonnes pratiques, le fait de pouvoir mener des campagnes de communication à la fois auprès des professionnels, mais aussi auprès des personnes accompagnées pour les sensibiliser sur l'identitovigilance. Et puis toute la dimension outillage qui va vous permettre de déployer concrètement sur le terrain votre démarche, donc le système d'analyse, le système de déclaration des événements indésirables opérationnels, toute la documentation une fois encore liée à l'identitovigilance, dont cette charte dont on vous a parlé. Et de façon pratique,
Là, vous voyez le petit ordinateur avec des outils. En fait, on vous a mis un lien vers le site des Trois Rives. Donc, c'est les référents régionaux en identito-vigilance où vous allez, par exemple, avoir des modèles de documents, notamment la charte identito-vigilance, la fiche de mission du référent. Voilà. Donc, ça peut être une ressource intéressante pour vous pour pouvoir vous mettre en œuvre votre démarche. Alors, j'ai été rapide. J'ai bien conscience que je viens de vous dire beaucoup de choses. Maintenant, je vais passer la parole à Swazik Gui pour le zoom spécifique sur l'identification primaire. Et merci Solène et bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler vraiment sur l'identification primaire. Alors je rappelle, l'identification primaire, c'est toute la gestion de l'identité numérique. À partir de votre logiciel métier, les éléments de recherche, la création d'une identité, la modification d'une identité. Donc, quelles sont les bonnes pratiques attendues? Tout d'abord, avant de créer une nouvelle identité dans votre logiciel métier, il faut absolument faire une recherche et une recherche à partir de la date de naissance. Ça, c'est vraiment les recommandations. Vous pouvez, si besoin, compléter la date de naissance avec les premières lettres du nom ou du prénom, mais l'idée, c'est de ne pas faire la recherche sur l'intégralité de l'identité, de mettre le nom en entier, le prénom en entier. Tout simplement parce qu'il suffit qu'il y ait une petite erreur, soit dans votre saisie à vous, soit dans la façon dont l'identité a pu être créée peut-être initialement, vous n'allez pas forcément la retrouver. Et le risque derrière, c'est de créer un doublon d'identité. À savoir que les logiciels métiers, les systèmes d'information évoluent et que, notamment si vous tapez le début du nom, il est capable, lui, de chercher à la fois dans le nom de naissance, mais également dans le nom utilisé, qui peut peut-être celui qui vous est donné par la personne accompagnée. Donc ça, c'est pour la recherche. Pour la création, donc ensuite, lorsque vous allez accueillir une nouvelle personne, accompagner une nouvelle personne, vous allez créer une identité numérique. Donc, deux possibilités pour créer. Soit vous venez compléter directement les traits d'identité dans votre logiciel. Et dans ces cas-là, on rappelle bien les 5 traits stricts, donc qui sont obligatoires. Le nom de naissance, le prénom de naissance, la date de naissance, le sexe, et également ce qu'on appelle le code INSEE du lieu de naissance, qui est le code géographique, alors qui n'est pas la même chose que le code postal, mais rassurez-vous, dans vos logiciels métiers, si vous renseignez la commune de naissance, ou le code postal de naissance si vous le connaissez, il vous propose automatiquement le code INSEE correspondant. Et puis, dans le RNIV notamment, vous retrouverez des règles. Si ce code n'est vraiment pas connu, puisqu'au moment où vous créez, peut-être que vous n'avez pas la connaissance du lieu de naissance de la personne, il est possible de noter le code 99 999, qui est un code réservé pour lorsqu'on ne connaît pas. Et en complément de ces 5 très stricts, vous allez également renseigner le nom et le prénom utilisés, notamment à partir du moment où ils sont différents du nom et du prénom de naissance. Voilà, on rappelle les règles de saisie, alors qui souvent sont automatiquement proposées par le logiciel aussi, c'est-à-dire saisie en majuscule, pas d'accent, pas de signe diacritique, les trémas, les cédilles, pas d'abréviation. Et par contre, on conserve les tirets et les apostrophes. Donc là, je pense que maintenant, vous êtes bien au fait, mais effectivement, il y a eu un changement de paradigme par rapport à ça, puisqu'avant, on saisissait sans les tirets et les apostrophes. Donc voilà, pour créer soit directement dans votre logiciel, soit vous pouvez également créer une nouvelle identité en faisant appel au téléservice INSEE, et je vais en parler juste après sur ma slide. Troisième élément de bonne pratique autour de l'identification primaire, c'est tout ce qui est modification. Il faut vraiment qu'au sein de votre structure, la modification d'une identité, et notamment sur les traits stricts qu'on a vu juste avant, ce soit réservé qu'à certains profils et que tout le monde ne puisse pas modifier une identité. Voilà. Derrière, il y a des vrais enjeux d'identification. Donc ça, c'est dans votre politique, notamment, on le disait tout à l'heure, dans votre charte, en tout cas, il faut que ce soit bien défini qui, en fonction de vos besoins, il faut que ça corresponde aussi à votre organisation, mais qui peut modifier. Voilà, donc sur la slide d'après, s'il te plaît, Solène. Voilà, on a vu, donc soit je crée directement, soit je vais aller faire appel au téléservice INSEE pour récupérer l'identité nationale de santé. On verra juste après en pratique comment ça marche, mais déjà peut-être
rappeler ce qu'est l'identité nationale de santé, qui est une identité unique et partagée entre tous les acteurs de santé. Donc aujourd'hui, avant l'INS, on va dire, on était sur la partie de gauche, on avait pour un même usager, une même personne, potentiellement une identification différente en fonction des acteurs de santé, entre le médecin généraliste, là dans l'exemple, le cardiologue et le pharmacien. Certains identifiaient avec le nom de naissance, d'autres avec le nom d'usage, le nom utilisé. Certains pouvaient mettre les deux. Voilà. On n'était pas forcément toujours certain qu'on parlait du même usager. L'objectif de l'INS, c'est une identité unique, commune pour tous les acteurs de santé, avec qui comprend, donc vous voyez ici là, sur la partie droite, un matricule, un identifiant. Donc ce matricule qu'on appelle matricule INS, c'est en fait le NIR, le numéro d'inscription au registre des personnes physiques. Donc, une personne née en France, enregistrée à l'état civil, c'est transmis à l'INSEE et on a un NIR qui nous est attribué. Ce NIR, vous le connaissez puisqu'il est également utilisé dans la vie courante comme numéro de sécurité sociale. À ce matricule sont associés les 5 traits d'identité que vous voyez également, donc le nom de naissance, les prénoms de naissance, donc c'est bien la liste des prénoms de naissance qui est retrouvée dans l'INS, et pas uniquement le premier, la date de naissance, le sexe, et donc le code du lieu de naissance. Et donc, la particularité de l'INS, c'est que contrairement à une identité que je saisissais directement dans mon logiciel par rapport soit à une pièce d'identité qui m'était présentée ou par rapport à ce que me donnait la personne, là, l'INS, je vais, à partir de mon logiciel métier, aller interroger ces bases de référence, donc alimentées par l'INSEE, pour récupérer l'identité nationale de santé. C'est pour ça qu'on dit on fait un appel, mais c'est un appel à partir du logiciel, c'est une fonctionnalité. On va interroger le téléservice INSEE et récupérer ces différents traits qui sont affichés sur l'écran. Donc, en pratique, comment ça se passe? À partir de mon logiciel métier, donc votre DUI, vous allez interroger, je vous dis, le téléservice, récupérer l'INS. Et il est important, par contre, de faire ce qu'on appelle un contrôle de cohérence, de vérifier la cohérence des traits qui vous sont retournés du téléservice avec une pièce d'identité pour s'assurer que ça correspond bien et notamment que les différents prénoms correspondent bien. Ces 2 étapes, elles sont vraiment nécessaires et une fois qu'on a fait ces 2 étapes, on a ce qu'on appelle une INS au statut qualifié. Je vais en parler juste après des statuts. Je pense que certains le connaissent déjà dans son logiciel. Juste revenir sur 2 étapes. Ce qui est important, si tu peux juste, Solène, je sais pas, revenir, pardon. Je ne l'ai pas mis là, mais c'est vrai que c'est important à savoir que ces étapes-là, elles ne sont à faire qu'une seule fois. Une fois que vous avez qualifié l'identité dans votre DUI, elle est qualifiée pour toujours. Donc voilà, c'est important de sécuriser cette étape, mais après, une fois que c'est fait, on utilise une identité qui est sécurisée. Merci. Voilà, donc on parlait des statuts. Effectivement, ça, c'est une nouveauté introduite par le référentiel national d'identité-vigilance. C'est vraiment un élément de sécurisation supplémentaire. C'est le fait d'avoir dans son logiciel métier un niveau d'information supplémentaire pour savoir si l'identité que je consulte, elle a un niveau de sécurité suffisant ou pas. Et du coup, l'objectif, c'est bien sûr d'atteindre le niveau le plus sécur. Donc, sur la partie gauche, vous avez ce qu'on appelle des statuts. Donc là, c'est bien à partir de votre logiciel. On a 4 statuts possibles d'une identité, de provisoire à qualifié, qui est le plus sécur. Une identité provisoire, c'est une identité qui est créée uniquement sur la base de la déclaration de la personne accompagnée ou d'un proche éventuellement. C'est-à-dire, on n'a pas utilisé de pièce d'identité et on n'a pas fait appel au téléservice. À partir du moment où je crée l'identité ou alors je la confronte à un moment donné à une pièce d'identité, j'ai le statut validé. Et puis, lorsque je ferai appel au téléservice, qui peut se faire dès le début ou un peu plus tard, il n'y a pas forcément d'ordre, j'aurai le statut identité récupéré, en haut à droite là, du schéma. Et le statut, je vous dis, le plus sécur, c'est une identité pour laquelle on a pu aller récupérer l'INS et en plus la confronter à une pièce d'identité. Et là, on a vraiment une double vérification, on va dire, et une sécurisation de l'identité. Donc ça, l'attribution d'un niveau de confiance à une identité numérique, c'est obligatoire.
c'est dépendant de votre logiciel, hein, bien sûr, il faut avoir ce qu'on appelle une version INS compatible, mais en tout cas, vous êtes obligé dans votre logiciel d'attribuer ce statut. Et puis, un autre élément, alors qui, lui, n'est pas obligatoire, mais qui va vraiment vous aider également à sécuriser et à caractériser en fait, des identités particulières. Alors, je pense notamment aux homonymes. Alors, on n'est pas toujours sur des homonymes vrais, hein, avec exactement le même nom, le même prénom, la même date de naissance, mais on peut être sur des identités approchantes ou à fort taux de ressemblance, soit dans la connotation phonétique, soit dans l'écriture qui est très proche, soit un prénom, un même nom, par exemple, et un prénom Marie et un autre Marie-Thérèse, enfin voilà, des identités très proches. Votre logiciel métier vous permet de taguer, en fait, d'associer cette identité à ce qu'on appelle un attribut homonyme. Donc, c'est quelque chose de visuel hein, sur votre logiciel métier. Et ça, c'est pour donner une alerte, notamment lorsque vous consulterez sur le logiciel les identités, pour vous dire, là, attention, je sais que j'ai 2 identités rapprochantes. Après, alors Véronique en parlera tout à l'heure, il y a aussi dans vos pratiques hein, qu'il faudra pouvoir voir ce que vous pouvez mettre en place pour ces identités approchantes. Voilà, les 2 autres attributs, alors en fonction de vos secteurs d'activité, de vos accompagnements, peut-être que ça vous concerne plus ou moins. Il y a l'attribut douteux et l'attribut fictif, notamment qui peut servir dans les cadres des formations ou des tests informatiques, parfois lorsqu'on est amené à créer des fausses identités. Voilà, sur les dispositifs. Alors, Solène en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas forcément revenir. Je voulais juste appuyer sur une nouvelle pièce d'identité qui est autorisée notamment en EHPAD. Donc, ça, c'est une évolution du référentiel national d'identité-vigilance qui date de juin 2022. Suite aux nombreuses remontées terrain qui ont été faites, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de résidents d'EHPAD qui n'avaient pas de pièce d'identité en leur nom propre et pour lesquels c'était compliqué d'en établir. Donc, il y a eu une évolution du référentiel et pour ces résidents-là, on peut accepter un livret de famille ou un extrait d'acte de naissance accompagné d'un titre d'identité. Donc, là, on sera plus le titre d'identité d'un descendant dans ces cas-là. Voilà, donc ça, c'est une évolution pour ceux qui ne l'avaient pas. Alors, effectivement, Noémie le disait en introduction, l'INS est notamment importante pour sécuriser votre identification au sein de votre structure, mais c'est également un élément socle hein, pour sécuriser l'échange et le partage de données. Là, ça fait le lien avec mon petit schéma tout à l'heure où on voyait qu'un même usager, une même personne pouvait être identifiée différemment en fonction de l'acteur de santé. On voit bien les risques que ça peut engendrer. Donc, l'INS, ça sécurise vraiment cet échange de données entre professionnels. L'INS sert à alimenter le DMP dans le cadre de mon espace santé, donc un espace numérique hein, que nous avons tous, même nous-mêmes en tant que citoyens. Ça sert à envoyer des messages de façon sécurisée par messagerie sécurisée, puisqu'on a l'INS qui est envoyé avec le message. Et l'INS, on la retrouve également sur les documents de santé qui sont émis. Donc, on parle de bandeaux ou de cartouches INS. En fait, voilà, ce sont les traits de l'INS et également intégrés dans un QR code hein, qu'on appelle un data matrix. Voilà. Et donc, alors pour finir, je vous ai mis là une petite planche récap sur les différents éléments qui vous permettent de sécuriser la partie identification primaire. Voilà, l'idée c'est de voir en fonction de ce qui est déjà mené. Donc, sur la partie base de la slide, vous avez les outils et des liens vers des outils qui peuvent vous aider. Un état des lieux, donc, alors c'est un état des lieux, un questionnaire hein, d'auto-évaluation qui concerne l'INS, enfin, pour le déploiement de l'INS, mais en fait, il intègre vraiment des questionnements sur l'ensemble de vos pratiques d'identification primaire. Donc, vous pouvez vous aider pour savoir où est-ce que, enfin, vous en inspirer pour savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans ces pratiques. Il y en a un dédié aux EHPAD, un pour le secteur PH et un pour les PMI. Pour tout ce qui est mettre en œuvre l'INS, qui implique également l'application des bonnes pratiques d'identification, le fait de bien définir, on le disait, et formaliser vos habilitations, donc qui est amené à créer l'identité, à appeler le téléservice, à modifier. Voilà, donc tout ça, vous avez aussi des éléments produits par l'Agence du numérique en santé pour vous aider dans le déploiement de l'INS. Et bien sûr, c'est également un accompagnement que nous proposons hein, au sein du GCS e-santé.
toute la partie gestion des situations à risque, on en a parlé, les homonymes, les identités approchantes. Également, déclarer les anomalies et détecter, donc dans le cadre de l'identité numérique. Donc ça passe, alors Véronique en parlera tout à l'heure, ça passe par la partie déclaration interne, bien sûr, au niveau des événements indésirables et s'il y a lieu externe dans le cas d'un événement indésirable grave. Mais également tout ce qui est lié au téléservice INSEE, si vous vous rendez compte, alors je pense que certains, je ne sais pas si ceux qui sont là aujourd'hui, mais en tout cas dans certains établissements, il y a déjà eu des choses identifiées. Parfois, il peut arriver, ça reste assez rare, mais lorsqu'on appelle le téléservice INSEE, on a en retour une identité qui ne correspond pas peut-être totalement à l'identité que l'on recherchait. Voilà, donc dans le cas notamment de dysfonctionnement, où ça vous ramène une identité vraiment différente, moi, c'est important que vous puissiez m'en informer en tant que référente régionale parce que je fais le lien avec le national et voilà, on essaye aussi d'avoir un peu un retour de comment fonctionne le téléservice dans un but d'améliorer ce téléservice avec le GIE Sésame Vital qui le gère. Une partie à impliquer, alors il est important d'impliquer l'usager dans toutes ces démarches d'identité numérique et pour l'impliquer, il faut également pouvoir l'informer. Voilà, donc vous avez un kit de communication autour de l'INS qui est proposé par l'Agence du numérique en santé. Il y a également, alors aujourd'hui on n'a pas forcément, en tout cas nous au niveau du GCS, travaillé sur des affichages spécifiques, mais ça pourra se faire aussi peut-être en fonction des besoins. Et il y a d'autres régions qui proposent d'autres affichages si besoin également. Et puis la dernière partie sur tout ce qui est évalué la qualité des identités, notamment dans votre DUI. Donc, pour pouvoir suivre avec des indicateurs votre nombre de doublons, votre taux d'identité aux différents statuts, voilà, et pouvoir suivre en tout cas la qualité de ces identités. Est-ce qu'elles sont bien complètes par rapport à ce qui est attendu? Donc, tout ça, c'est le kit de l'ANAP spécifique médico-social qui pourra vous aider également. Vous pourrez retrouver des éléments. Voilà, donc je vais laisser la parole à Véronique sur la partie identification secondaire. Merci Soisy, bonjour à tous. Alors, on va faire un petit zoom sur l'identification secondaire. Tout d'abord, les bonnes pratiques d'identification primaire que nous a détaillées Soisy, elles ne permettent pas à elles seules de sécuriser la prise en charge de vos personnes accompagnées. Donc, c'est pour ça que les identifications secondaires ont une importance également. Donc, l'objectif est de mettre en œuvre des moyens tout au long de la prise en charge de vos personnes accompagnées pour assurer le bon soin délivré à la bonne personne. Alors, comment? On peut vérifier, il est recommandé de vérifier à chaque étape de la prise en charge l'adéquation entre l'identité réelle de la personne et tout document ou outil que vous allez utiliser dans la prise en charge. Ça passe par le dossier médical, bien entendu, mais aussi la prescription, les étiquettes, tous les bons de transport et puis bien sûr les comptes rendus d'examen. À chaque étape, l'étape primordiale dans votre parcours de soins est de vous assurer de l'identité de la personne pour laquelle vous allez réaliser un acte de soin. Comment on vérifie l'identité d'une personne? Eh bien, en lui posant une question ouverte. Et bien entendu, par cette question ouverte, elle pourra vous donner son nom, son prénom et sa date de naissance. C'est ce qui est le plus sûr, parce que si vous lui demandez « vous êtes bien Madame Dupont », elle va peut-être vous répondre oui, alors qu'elle s'appelle Madame Durand. Et donc, le plus important, c'est d'avoir cette question ouverte qui vous permet de vous assurer de la bonne identité. On peut également mettre en place, il est recommandé de mettre en place des moyens pour s'assurer de l'identité. Ça peut être une photo dans le dossier de la personne accompagnée, peut-être l'affichage aussi du nom et du prénom sur la porte du logement, ou encore un bracelet qui peut être un bracelet d'identification et qui doit être assuré d'une étiquette avec une identification primaire qui doit être validée. Pour tous ces éléments, il faut bien entendu l'accord de la personne ou de la famille. On a une attente très particulière à avoir sur certains points, c'est sur les personnes qui ont des homonymes. Parfois, dans vos structures, vous avez des couples, donc des homonymes, monsieur, madame, donc ce sont des homonymes et pour lesquels il peut y avoir des erreurs. Les identités approchantes aussi sont importantes, par exemple du Ponté, du Pondé, qui peuvent être aussi
des risques. Et puis, bien sûr, nos personnes dyscommunicantes qui, elles, ne peuvent pas décliner leur identité quand vous allez leur demander et pour lequel il faut une vigilance et mettre en œuvre des actions pour sécuriser. En tous les cas, l'objectif, c'est de proposer le bon soin, le bon médicament ou encore de réaliser le bon prélèvement sanguin, de distribuer le bon plateau repas ou encore de réaliser une bonne séance de rééducation avec le bon patient pour chacun des personnes accompagnées au sein de vos structures. Alors, on va essayer de tendre vers une culture de sécurité partagée. Là, on parle vraiment de qualité et de gestion des risques au sens large et on va zoomer sur l'identito-vigilance. Pour cela, il faut mettre en place des barrières de sécurité qui soient comprises de tous, c'est-à-dire des professionnels, mais aussi des personnes accompagnées, et surtout de les réaliser en routine. Ce n'est pas en plus, c'est au quotidien. Pour cela, il est intéressant de s'interroger sur les moments porteurs de risques en général, mais là on parle de l'identito-vigilance. Comment on les recherche? On peut les rechercher avec une technique qu'on appelle les risques a priori qui nous est proposée lorsque l'on peut analyser un parcours d'un résident et se poser la question à quel moment on a des étapes clés à risque liées à l'identito-vigilance, ou encore en analysant des événements indésirables qui ont été déclarés dans le cadre de votre gestion des risques internes. Alors, bien entendu, ces éléments sont analysés dans le cadre de votre cellule qualité. On va parler de quelques exemples. Par exemple, une erreur de classement d'un document après un retour de consultation, ou encore une erreur d'étiquetage d'un flacon pour une prise de sang, et qui sera ensuite envoyé au laboratoire, pour lequel, vous imaginez bien, il peut y avoir des conséquences. Pour tout cela, et pour mettre en place cette culture de sécurité partagée, vous pouvez mettre en place des actions de sensibilisation et de formation auprès des professionnels, bien entendu, mais aussi auprès de vos correspondants externes. Je pense par exemple aux ambulanciers. Et puis aussi faire des rappels réguliers sur les bonnes pratiques, un retour si vous faites des audits de pratique sur ce qui s'est joué et ce que vous avez mis en place comme plan d'action. Bien sûr, faire un retour d'expérience sur vos événements indésirables associés aux soins lorsque vous les avez analysés et sur les plans d'action que vous avez pu mettre en œuvre pour éviter que ce type d'événement se reproduise. Évaluer régulièrement vos connaissances sur vos procédures que vous venez d'installer ou qui sont là depuis un certain temps auprès de vos équipes par des enquêtes de connaissances de bonnes pratiques, par des audits de pratiques en se suivant dans nos pratiques au quotidien. Et ne pas oublier que dans la gestion des risques, il faut aussi penser aux cas particuliers. Par exemple, en cas de panne informatique, comment on fait pour identifier l'arrivée d'une personne accompagnée et quelles sont les connaissances des modes dégradés ou des organisations papier qu'on peut mettre en œuvre quand on a ce genre de situation. Et puis, bien sûr, rien ne peut se faire sans la personne accompagnée qu'il faut aussi sensibiliser pour qu'elle comprenne l'importance de cette identito-vigilance. Et puis, ça peut se faire par de l'affichage, par des informations dans votre livret d'accueil, par des explications orales à chaque fois que vous allez le faire pour que ça devienne routinier aussi pour elle, et favoriser la participation aussi de la bonne identification, c'est-à-dire qu'elle puisse, elle aussi, vous faire remonter une information si elle trouve quelque chose de différent dans les pratiques. Merci Solène. Alors, un risque en cas d'identification imparfaite, c'est quoi? Eh bien, écoutez, ça peut être une erreur de médicaments, d'administration de médicaments à un mauvais patient. Donc, je pense à des homonymes, par exemple. Ça peut être aussi enregistrer des données dans un mauvais dossier patient. Et là, on est dans une collision. Ou encore attribuer un mauvais INS, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Swazik, ou donner un plateau repas dans un autre moment clé de la prise en charge d'une personne accompagnée, par exemple un plateau repas fausse route donné à un mauvais patient et inversement peut avoir des conséquences graves. Pour tous ces événements qui semblent être différents de la pratique habituelle, il est conseillé, vous l'avez certainement déjà mis en œuvre dans vos démarches qualité et gestion des risques, de déclarer un événement indésirable.
Dans le cadre de l'identito-vigilance, il faut partager les événements indésirables liés à une mauvaise identification. Et ça, c'est très important pour que vous puissiez analyser les moments clés en équipe et les événements pour pouvoir mettre en œuvre des actions pour prévenir le risque, le récupérer pour une prochaine fois ou encore en atténuer les conséquences. Et puis, réaliser toujours des retours d'expérience auprès des équipes pour expliquer ce qui s'est passé et comment on peut y remédier. Parfois, il y a des événements indésirables qui sont graves et qui sont liés à l'identification et qui sont associés aux soins et graves. Alors, ce sont ceux qui ont pour conséquence, par exemple, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent ou encore la mise en jeu du pronostic vital de la personne accompagnée, voire son décès. Donc, dans ce cas-là, vous savez qu'il faut les déclarer sur le portail national de signalement, puis réaliser une analyse approfondie des causes de cet événement. Si vous avez besoin d'un accompagnement à l'analyse, je vous rappelle que la mission IGS est là pour vous accompagner à différentes étapes de ce parcours de déclaration, d'analyse et aussi de mise en œuvre d'un plan d'action sécurisé. Merci Swazik pour la prochaine diapositive. Merci. En tous les cas, pour finir, ce qui est important, c'est de communiquer et de communiquer en continu. Communiquer sur les règles, c'est-à-dire tout ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire vos chartes, vos procédures, tout ce que vous mettez en œuvre pour informer, afficher les professionnels, mais aussi les personnes accompagnées. Il faut que la personne référente de l'identito-vigilance soit connue et qu'elle aussi, elle communique régulièrement auprès des professionnels. Elle communiquera aussi sur les plans d'action, mais aussi sur peut-être certains indicateurs. Et puis, l'objectif, c'est de favoriser la déclaration des événements liés à l'identito-vigilance, comme on le disait tout à l'heure, avec une attention particulière, parce qu'il faudra penser à former continuellement les nouveaux professionnels et puis aussi les remplaçants pour harmoniser les pratiques liées à l'identito-vigilance et limiter les risques. Collectivement, vous avez des solutions à adapter dans vos organisations et ensemble, vous allez trouver ce qui est important pour sécuriser vos pratiques. Merci. Je pense que maintenant, vous allez nous parler des outils et les ressources. Tout à fait, merci Véronique. Eh bien, du coup, Swazik, je vais te redonner la parole pour les ressources au GCS. L'idée, c'était de vous donner un peu de visibilité sur les ressources disponibles pour vous accompagner sur ces différents aspects. Donc, moi, je vais plutôt parler de la partie identification primaire. Donc, je vous ai remis la planche d'accompagnement que propose le GCS e-santé autour de l'INS. L'idée, c'est que ce soit un accompagnement personnalisé en fonction de vos besoins. Ça peut aller de la sensibilisation, des questionnements sur les prérequis techniques ou organisationnels, du lien avec l'éditeur, de l'accompagnement sur la gestion même du téléservice. Enfin, voilà, l'idée, ça correspond vraiment à vos besoins. Vous avez une vidéo qui dure à peu près 20 minutes, qui reprend de façon quand même assez synthétique, mais vous avez les éléments principaux s'il y a besoin de mieux comprendre l'INS. Nous avons également, donc, Calerel Santé a conçu un jeu d'enquête en association avec le GCS sur l'identito-vigilance, parce que Solène en reparlera également. Donc, le jeu également disponible, et pour accompagner la prise en main et la découverte de ce jeu, nous proposons des ateliers découvertes de ce Santescape. Et sur la partie droite, vous retrouvez, Solène en a parlé et moi également, l'ANAP a développé un kit de déploiement de l'identito-vigilance dans une structure médico-sociale, où vous retrouvez notamment un certain nombre de documents déjà prêts sur lesquels vous pouvez vraiment vous inspirer, un modèle de charte, un modèle de fiche de poste du référent identito-vigilance, et puis quelques éléments de procédure également. Donc, n'hésitez pas à vous en inspirer. Et je vous ai remis également les coordonnées du GCS. Merci Swazik.
Alors, du côté Calirel, alors on vous a mis en premier les ressources spécifiques à l'identito-vigilance. Donc, je vous invite à aller voir le séminaire que nous avions réalisé également en partenariat avec le GCS e-santé le 19 octobre dernier, où sont repris les éléments qu'on vous a présentés ce matin, mais vous avez également des retours d'expérience d'établissement donc dans la mise en œuvre de leur démarche. Donc en cela, ça peut vraiment être intéressant de retourner voir. Donc comme Swazik l'a dit, le Santescape, il était une fois l'identito-vigilance, donc là pour sensibiliser en fait vos équipes, vos professionnels sur l'identito-vigilance dans vos établissements. Et puis, du coup, je voulais aussi vous dire sur ce Santescape, Véronique vous a mis tout au long de ces diapos, enfin des diapos sur l'identification secondaire, des références, des liens vers les fiches pratiques, les fiches mémo identito qu'on a nommées comme ça et que vous pouvez retrouver dans ce Santescape, mais qui peuvent être téléchargeables de façon indépendante en fait au guide pour le jeu sérieux. De façon plus globale sur vos démarches qualité, gestion des risques, donc comme on vous l'a dit, l'identito-vigilance, c'est vraiment une branche de ces démarches. Donc, on a différents outils, ateliers et accompagnements qui sont proposés, donc notamment en termes d'outils, les fiches mémo sur le management en EHPAD. Il y a également l'outil de mesure en fait, de culture de sécurité en EHPAD qui peut vous permettre de faire le point où vous en êtes sur la culture sécurité dans vos établissements et notamment sur l'enseignement, tout ce qui concerne les événements indésirables. Le kit équipage, qui est vraiment une ressource importante et un kit qui vous donne plein d'outils et la démarche en fait pour mettre en œuvre cette démarche qualité gestion des risques et notamment sur la gestion des événements indésirables. Un autre escape game, un autre jeu sérieux, serious game sur la gestion des risques de façon plus globale en EHPAD également. Donc voilà, pour sensibiliser les équipes. En termes d'ateliers, on a 2 ateliers. Donc le premier sur la structuration et l'analyse systémique des événements indésirables associés aux soins. Et puis, un autre atelier sur les outils de la démarche qualité et gestion des risques. Et puis, enfin, bien entendu, vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'un accompagnement méthodologique, si vous avez une problématique spécifique dans votre établissement. On pourra échanger pour voir comment c'est possible de vous accompagner. De façon plus globale, on voulait vous rappeler ici également qu'il existe par rapport à la démarche, le référentiel HAS, Calirel Santé a créé un outil d'appropriation du manuel d'évaluation, mais il y a également un espace d'échange dédié au nouveau dispositif. Donc, quand vous entrez dans cette démarche d'évaluation sur TalkSpirit, on met à disposition, il y a les minutes qualité du médico-social en replay avec toutes les autres thématiques qui sont abordées dans ce référentiel. Et puis, une rencontre régionale est prévue en 2023. Donc, ce serait en octobre 2023, le 10, au sujet de cette démarche d'évaluation. Et puis enfin, pour terminer, on vous rappelle au niveau que Calirel Santé a sorti son programme de travail que vous pouvez consulter. Et donc, les liens, en fait, seront mis sur le diaporama qui sera mis à votre disposition. Alors, le lien vers le programme de travail, mais également sur tous les outils dont on vous a parlé, en fait, au fur et à mesure de cette présentation, aussi bien les outils dont Swazik vous a parlé et ceux dont on vous a parlé à Calirel également. Alors, il nous reste un peu plus de 5 minutes devant nous pour d'éventuelles questions. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le chat déjà? Alors oui, alors tout d'abord, merci mesdames pour votre présentation avec plein de repères et puis aussi de nombreuses ressources. Alors, des questions dans le chat. Tu l'as abordé, Solène, en début de webinaire. Mais une question autour de la nomination du référent et surtout si cette nomination était obligatoire dans une petite structure.
Par exemple, un ESAT composé de 10 salariés. Justement, la limite, c'est 10 salariés. Si je me souviens bien, Swazik, tu confirmes, c'est supérieur ou égal à 10, c'est bien ça? Alors après, c'est 10 ETP, donc Ouais. effectivement, ça dépend en termes de temps de travail, mais d'un point de vue réglementaire, c'est ce qui est mis dans le RNIV. Ouais. Donc, on a un référent, enfin, on est obligé de mettre en place un référent, parce qu'en fait, on peut le mettre en place si on le souhaite, bien Oui, entendu, bien sûr. à partir du moment où on est une structure. Donc, on ne parle pas en effectif physique, mais bien en ETP. Ouais, Donc, c'est égal ou supérieur à 10 ETP, c'est ça? tout à fait. OK. Très bien, merci mesdames. Alors, une deuxième question, plutôt en termes de partage d'expérience. Alors, je ne sais pas si l'une de vous a ce retour d'expérience, savoir si des structures, notamment en EHPAD, ont déjà mobilisé le bracelet d'identito-vigilance, en particulier pour des résidents à risque. Est-ce que vous connaissez des établissements, des structures qui ont mobilisé ce type de dispositif, bracelet d'identito, pour les résidents à risque? Oui, alors moi j'en connais. Donc des structures qui ont mis en place le bracelet d'identito-vigilance pour des personnes dyscommunicantes et à risque de fugue pour leur propre sécurité et pour s'assurer de pouvoir les ramener à leur logement si besoin et si jamais il y a fugue, les retrouver et qu'on puisse savoir qu'ils appartiennent à la structure. Donc, ça se fait, bien entendu, avec l'accord des proches de la famille. Voilà. Et Delphine, et probablement pour ceux qui ça intéresse, on peut mettre en relation avec les établissements que nous connaissons pour partager les expériences autour de ces pratiques. Alors, une autre question, donc je pense que ça va être plutôt Swazik qui va y répondre, parce qu'on a évoqué la difficulté quelquefois de pouvoir disposer de papiers d'identité, et notamment sur la question du livret de famille. Est-ce que le livret de famille peut être utilisé pour identifier une personne majeure? Alors, si personne majeure, c'est résident d'un EHPAD, oui. Si je vous disais tout à l'heure, il y a eu une évolution. Autrement, non. Alors, je sais que j'ai déjà eu des remontées comme ça sur certaines structures qui sont en difficulté, pour lesquelles il n'y a pas de pièce d'identité non plus au nom de la personne et pour lesquelles il sera difficile d'en avoir. C'est des choses qui ont été remontées au niveau du national et qui sont partagées dans le cadre du 3RIV, du réseau des référents régionaux. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'évolution du référentiel en ce sens. Après, il y a une nouvelle révision du référentiel qui est prévue pour la fin d'année. Donc, c'est des choses qu'on va faire remonter. Du coup, à ce titre, je vous encourage à m'envoyer peut-être un petit mail pour bien préciser votre contexte, dans quel cadre, effectivement, est-ce que vous êtes en difficulté, pour que je puisse porter ça également au niveau national. Mais aujourd'hui, c'est uniquement, le livret de famille, dans le cadre du référentiel, uniquement pour les résidents en EHPAD. Merci, Swazik. Alors, une question qui sera peut-être compliquée de résumer de façon très, très courte, mais peut-être que tu vas nous indiquer qu'il existe des ressources justement pour comprendre cette évolution et les différences majeures qui existent entre le référentiel national d'identité-vigilance 2 et le 3. Alors, deux choses. Déjà, je ne sais pas si vous avez tous ce niveau d'information. Le niveau 2, il s'applique pour les établissements sanitaires, et le niveau 3 pour ce qu'on appelle structure non hospitalière. Donc, c'est assez large. On retrouve effectivement les établissements du médico-social et du social. On retrouve les structures de type DAC, dispositif d'accompagnement à la coordination. On retrouve des prestataires qui interviendraient pour un acte, mais sans lien direct avec l'usager. Voilà, donc c'est assez large. Donc déjà, le domaine, champ d'application n'est pas pour les mêmes types de structures. Ensuite, la différence majeure, c'est en termes d'attendu sur la gouvernance, notamment, et sur les éléments de gestion des risques. Voilà, dans les établissements sanitaires, on sait aussi que les risques sont différents que dans les établissements médico-sociaux. La gouvernance dans un établissement de santé, on attend vraiment une structure, une instance de pilotage et une instance opérationnelle, alors que dans un établissement médico-social, c'est une instance qui peut être couplée, comme le disait Solène tout à l'heure. Vous pouvez avoir une seule instance et qui est liée avec la gestion des risques sur l'identito-vigilance. Voilà, ce sont vraiment les différences majeures, on va dire. Après, il y a des choses qui se regroupent.
donc un référentiel adapté et contextualisé à la spécificité du secteur médico-social. Ça, c'est important de le souligner, parce qu'on pourrait avoir la sensation que le niveau d'attendu est le même, alors qu'il y a bien eu une prise en compte du contexte spécifique de ces structures dans le référentiel 3. Alors, il est 11h59 et je ne vois plus de questions apparaître sur le chat. Donc, je pense que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Alors, tout en sachant que, comme je vous le précisais en introduction, donc il est enregistré, donc il y aura le replay, ainsi que le support de présentation qui est téléchargeable aussi sur la page dédiée de Calirel. Les quelques questions qui sont abordées, si elles n'ont pas leur réponse dans le support, elles alimenteront la foire aux questions qui est déjà disponible sur notre site internet. Bien entendu, à la fois Calirel et puis Swazi Gui, qui est référente régionale sur le sujet, sont bien entendu à votre disposition pour compléter les échanges et partager les expériences et initiatives des structures. Midi, Solène, je te laisse le mot de la fin. Merci. Eh bien, le mot de la fin pour vous remercier tous. Du coup, vous êtes connectés avec nous pour ce Minute Qualité médico-sociale sur l'identitovigilance. Un grand merci à Swazik aussi du GCSI Santé d'avoir co-animé ce webinaire avec toute l'équipe de Calirel. Et puis, pour vous donner rendez-vous pour les prochains Minutes Qualité médico-sociale qui seront donc le vendredi 12 mai 2023 aux horaires habituels et dont donc 11h midi quand même pour les rappeler et dont la thématique sera la lutte contre les maltraitances. Donc surveillez vos mails bientôt pour vous inscrire, voilà, et on vous donne donc rendez-vous le 12 mai. Bonne journée à tous. Merci. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.